Bonjour, je m'appelle Luc Trudeau. Je suis interniste à l'Hôpital général juif de Montréal et au cours de ma pratique, j'ai développé une expertise en diabète. Je suis également le premier vice-président de la Société des sciences vasculaires du Québec, dont la mission est de proposer un forum multidisciplinaire en santé vasculaire. C'est d'ailleurs dans le cadre de mon implication à la SSVQ que j'ai été mandaté pour présider un comité d'experts afin de développer un outil de protection cardiovasculaire diabète type 2 afin d'offrir une meilleure protection cardiovasculaire à un patient souffrant de diabète type 2 et à haut risque de maladie cardiovasculaire. C'est à partir de cet outil que nous avons décidé de vous proposer une série de 4 balados que vous pourrez également retrouver sur notre page YouTube et dont le but est de répondre à certaines questions qui nous sont posées régulièrement dans nos pratiques cliniques. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Chantal Godin, endocrinologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et membre du comité d'experts sur l'application en diabète de la SSVQ, avec qui nous discuterons de diabète et du nouveau consensus. Alors, Dr Godin, comme toute première question, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est encore important ou de base dans le traitement du diabète type 2? En fait, il faut regarder les dernières lignes directrices de 2018. Bien sûr, on va parler un petit peu plus tard de la mise à jour de 2020, mais tout ce qui est là est encore très vrai. Donc, à partir du dépistage du diabète, de la prise en charge, on sait très bien qu'il ne faut pas passer à côté des changements d'habitude de vie, que ça soit nutrition, que ça soit la prise en charge du poids, l'exercice, etc. Puis, on avait le petit acronyme là, qui nous disait de faire attention, donc d'avoir un bon but d'hémoglobine glycosylée, par exemple, de tension artérielle, de cholestérol. Donc, tout ça reste la même chose. On sait par contre là, que les cardiologues du Canada ont changé un petit peu là, les lignes directrices pour le cholestérol, donc on va probablement s'arrimer éventuellement. Et l'autre lettre concernait aussi la protection cardiovasculaire. Alors, s'il y a des changements, c'est à ce niveau-là, mais tout reste pareil pour les indications, donc de la statine, par exemple, chez tout diabétique au-dessus de 40 ans, des ACE ou des ARA qu'on doit donner à nos gens, donc hypertendus avec albuminurie ou autre raison à ce moment-là, donc au-dessus de 55 ans avec des facteurs de risque. En fait, le petit changement, c'est au niveau de l'emploi, puis on va en parler un petit peu plus tard, donc des inhibiteurs de SGLT2 et des agonistes de GLP-1. Il ne faut pas oublier non plus, au-delà du cœur, etc., donc le moral des troupes, donc le psychologique chez nos gens diabétiques et toujours travailler très fort là, pour l'arrêt de la cigarette, bien sûr. Donc, grosso modo, les choses restent pareilles. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que chez notre patient diabétique, on a aussi des dépistages à faire tout au long de l'évolution de notre patient, bien sûr. Donc, vous savez, toute la microangiopathie, donc les yeux, les reins, les membres inférieurs là, pour la neuropathie. Et puis, pour le cœur, bien sûr. Donc, le CG encore là qui est souvent omis. Donc, chez tout patient diabétique plus de 40 ans, qu'on devrait répéter aux 3-5 ans. On peut avoir aussi d'autres raisons de le faire plus tôt. Par exemple, le patient plus que 30 ans qui a 15 ans de diabète, bon, etc. Comme de raison, il faut faire la créatinine, la filtration glomérulaire, la microalbuminurie aux ans. Merci beaucoup, Dr Godin, pour ce rappel très intéressant, mais surtout très important. C'est la base de la thérapie. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de nouvelles thérapies, des thérapies qui ont peut-être des visées différentes que le simple contrôle de la glycémie. Alors, parlez-nous des nouvelles lignes directrices. Qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-ci? Alors, à ce moment-ci, en fait, on les a mises à jour en 2020. Comme j'ai dit tantôt, les lignes directrices de 2018 étaient excellentes, mais à ce moment-là, les études cardiovasculaires commençaient à peine à sortir. Et ce qu'on avait de disponible, c'était des études où la majorité des gens étaient en prévention secondaire. Et en plus, pour être admis dans l'étude, les gens devaient avoir une hémoglobine glycosylée au-dessus de 7.
Donc, justement, dans les recommandations, on disait qu'après la thérapie normale, donc tous les endocrinologues veulent toujours débuter avec de la metformine chez nos patients diabétiques. Et donc, par la suite, si on n'était pas au but, à ce moment-là, on pouvait bénéficier chez les gens justement avec une maladie cardiovasculaire des produits qui avaient prouvé un bénéfice chez cette population-là. Donc, la mise à jour devenait nécessaire parce que les autres études sortaient et les autres études, comme de raison, comportaient des gens qui étaient seulement à risque, donc des préventions primaires. Et en plus, on incluait dans les études des gens qui avaient des hémoglobines glycosylées en bas de 7. Donc, le jeu devenait pas tout à fait le même. Et comme de raison, l'Europe, les États-Unis, même les cardiologues européens se sont mis dans la sauce pour tout, donc, suggérer d'utiliser les inhibiteurs de HGLT2 ou encore les agonistes de GLP-1 chez la population qui avait donc soit une prévention secondaire ou même les patients à risque à ce moment-là, dans le contexte qu'on ne s'en faisait pas avec l'hémoglobine glycosylée. Donc, que n'importe quelle hémoglobine glycosylée, on voulait faire bénéficier les patients comme tels de ces molécules-là. Donc, c'est le grand changement dans la mise à jour de 2020. Donc, ça, c'est très, très, très important et on met aussi en perspective, justement, quelle que soit l'hémoglobine glycosylée. Donc, on nous dit, oui, cherchez s'il y a un problème et s'il y a un problème ou que c'est une personne à risque selon la définition, bien oui, faites-leur profiter de ces molécules-là. Quelquefois, il y a des médicaments qui peuvent nous empêcher de le faire. Donc, par exemple, si on a un sulfonylurée dans le tableau ou de l'insuline, on va peut-être être gêné si le contrôle est parfait. Donc, d'introduire ces molécules-là, qui sont aussi, bien sûr, des molécules qui sont efficaces donc pour diminuer la glycémie. Donc, c'est là qu'on met la notion de substituer. Donc, on peut cesser, par exemple, le sulfonylurée pour faire bénéficier notre patient d'un inhibiteur de HGLT2, par exemple, ou d'un agoniste de GLP-1, tout simplement. Donc, ou si c'est l'insuline, bien sûr, il faut y aller à la baisse. Tout ça, bien sûr, dans le but de ne pas causer d'hypoglycémie chez notre patient. On a un deuxième tableau juste à côté qui est plus pour la prévention primaire, donc, puis que ça ne serait pas la définition d'un patient à risque, où ce que là, on nous fait réaliser aussi que souvent, pour notre patient, ben notre but, c'est peut-être plus justement là, d'être efficace pour l'aider à diminuer son poids et surtout ne pas augmenter son risque d'hypoglycémie. Donc, entre vous et moi, c'est pas mal les mêmes choix qui reviennent donc après notre fameuse metformine. C'est-à-dire, encore une fois, ces deux classes-là vont nous aider à la fois au niveau du poids et au niveau d'être neutre là, du point de vue des hypoglycémies. Donc, on peut là aussi, on a cette notion-là aussi, ajouter ou substituer, encore là, j'oserais dire, se débarrasser de notre sulfonylurée pour avoir donc un médicament qui ne causera pas d'hypoglycémie, bien sûr, et va être neutre ou aider là, sur le poids à ce moment-là. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent se demandent où sont rendus les inhibiteurs de la DPP4. Parce qu'ici, on parle des SU qui sont un peu mal aimés, des médicaments maintenant qui font plus que juste baisser la glycémie et qui offrent une meilleure protection vasculaire. Alors, qu'est-ce qu'il y en est des inhibiteurs de la DPP4? Fait que les inhibiteurs de DPP4, bien sûr, ne font pas partie du tableau où les gens sont à risque ou ont des problèmes cardiovasculaires, puisque, comme vous le savez, dans toutes les études cardiovasculaires, ils ont été neutres. Ça ne nous empêche pas de les utiliser, mais il n'y a pas de bénéfice à le faire. Et dans le tableau où ce qu'on parle de gens qui sont non à risque et non problèmes cardiovasculaires, donc ils font partie du petit tableau, ils sont comme dans le milieu, donc dans la neutralité, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas nos risques d'hypo, on est neutre au niveau du poids, donc ils peuvent être utiles. Si, dans l'algorithme des choses que vous venez de nous expliquer, pourquoi vous pencheriez plus à prescrire un inhibiteur de la SGLT2 par rapport à un agoniste de la GLP1? En d'autres mots, quelles sont les indications pour l'une ou l'autre? Je vais vous avouer que dans la majorité du temps, on aime les utiliser toutes les deux. Donc, quand on est rendu de vouloir faire de la protection, si on parle des inhibiteurs de HGLT2, ce qu'il y a de prouvé, en fait, quand on parle de la population avec une maladie cardiovasculaire, on a autant de preuves avec les inhibiteurs de HGLT2 que les agonistes de GLP1. Puis, avec les inhibiteurs de HGLT2, on a des preuves plus spécifiques pour l'insuffisance cardiaque puis la néphropathie.
Tandis qu'avec les agonistes de GLP-1, on a définitivement, comme j'ai dit, là, des preuves chez les patients avec maladie cardiovasculaire, mais on a des études qui incluent beaucoup plus de gens à prévention primaire, donc ils sont peut-être un petit peu préférés à ce niveau-là. Hormis tout ça, cliniquement, quand on vient pour mettre une des deux molécules, je vais vous avouer que si les deux fonctionnent bien chez le patient, je peux présenter les deux et le patient choisit. Comme vous le savez, les agonistes de GLP-1, ben, c'est des injections. Donc, on a quand même les formulations une fois par semaine. On a une pilule, oui, de disponible, mais c'est seulement pour ceux, donc le fameux Ribelsus, c'est pour ceux qui ont des assurances privées là, à ce moment-là. Donc, ce n'est pas nécessairement là, accessible à tout le monde. Moi, dans ma tête, c'est sûr que je vais penser plus à un organisme de GLP-1 si je veux jouer, par exemple, beaucoup sur le poids d'un patient. Donc, on a des meilleurs résultats, bien qu'on a quand même des petites baisses de poids là, avec les imiteurs de SGLT2. Comme de raison, les imiteurs de SGLT2, c'est une pilule, donc c'est mieux accepté par les gens. Mais je vais avoir un petit doute de sauter sur les imiteurs de SGLT2 si mon patient, par exemple, a une hémoglobine glycosylique qui est très haute, parce que je sais là, que l'augmentation du débit urinaire, là, de la diurèse va être beaucoup, puis il ne m'aimera peut-être pas la prochaine fois. Donc, je vais peut-être faire d'autres choses en même temps pour pas qu'il y ait trop d'effets secondaires. Donc, c'est toutes sortes de petites choses comme ça qui vont nous faire pencher vers un, vers l'autre. Mais comme je vous dis, chez les gens avec maladie cardiovasculaire, les deux ont des bénéfices. Insuffisance cardiaque, néphropathie, on a plus de preuves avec les imiteurs de la SGLT2. Et pour les gens en prévention primaire, on a un petit peu plus de preuves pour les agonistes de GLP-1. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. J'ai une dernière question pour vous. Où en sommes-nous rendus dans l'introduction de l'insuline en diabète type 2? En d'autres termes, quand est-ce qu'on va la débuter? C'est bien sûr qu'avec toutes ces nouvelles molécules, ces nouvelles classes, on a remarqué qu'on débutait l'insuline beaucoup plus tard, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça fait en sorte que l'insuline est poussée un petit peu plus loin. Mais ceci dit, hein, vous savez, diabète de type 2, avec l'évolution, on perd quand même nos cellules bêta éventuellement et on peut devenir vraiment là, avec un besoin d'insuline. Donc, ça risque quand même d'arriver si le patient est diabétique là, pour suffisamment longtemps. Donc, qu'est-ce qui va nous dire d'introduire l'insuline? C'est sûr que dès le départ, si notre patient est très symptomatique, si on a des problèmes métaboliques ou quoi que ce soit, on peut la mettre, l'insuline, mais il n'est pas dit qu'on peut ensuite la cesser parce qu'on va avoir d'autres médicaments, le patient va aller mieux, etc. Donc, l'étape suivante, c'est justement quand on a fait la majorité de ces classes-là de médicaments, comme je vous dis, souvent, on va se rendre même là jusqu'au sulfonylurée et qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à avoir l'hémoglobine glycosylée désirée, ben, on va mettre comme de raison l'insuline. Alors, c'est toujours vrai, c'était vrai dans le consensus de 2018, c'est toujours vrai dans la mise à jour de 2020. Le choix, vraiment, c'est une insuline de base. Puis ça aussi, on a des nouveautés. Hein? On a des analogues de longue action qui vont nous permettre d'introduire des insulines de base avec le moindre risque d'hypoglycémie. Encore une fois, on veut s'assurer que donc les imiteurs de SGLT2 ou encore les agonistes de GLP-1 sont dans le tableau avant qu'on veuille aller plus loin. Donc, on optimalise notre insuline pour avoir une glycémie à jeun qui est tout à fait normale. Mais si malgré tout ça, on n'arrive pas à normaliser notre hémoglobine glycosylée et qu'on a tous les autres atouts dans le tableau, donc notre metformine toujours en place, etc., bien c'est là qu'on va rajouter donc des ultra rapides au repas. Et encore là, généralement, ce qui est fait et accepté, c'est qu'on commence seulement par un repas à la fois. On regarde si c'est suffisant versus 2 repas et finalement 3 repas. Donc, comme je vous dis, on essaye de pousser ça le plus longtemps possible. Par contre, chez un certain type de patient, si on voit vraiment que le patient a un mauvais contrôle du diabète, il perd du poids plutôt qu'en prendre, donc il faut se méfier, regarder l'analyse d'urine. Donc, s'il s'en va insulinoprie vraiment rapidement, et vous savez qu'il y a une catégorie de diabétiques là, qui se présente un petit peu comme de type 2, mais qui deviennent rapidement type 1. Donc, il ne faut pas les manquer, ceux-là, puis ils ont vraiment besoin d'insuline là, pour vraiment traiter leur maladie parce qu'ils deviennent vraiment avec un manque d'insuline là, à ce moment-là. Merci de votre réponse. Je sens que l'insuline sera peut-être introduite de façon un peu plus tardive que ce qui a déjà été discuté dans la dernière décade. Alors voilà, nous espérons que cette discussion vous a plu et surtout qu'elle vous aidera dans la prise de décision clinique.
dans votre pratique courante. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci à Dr. Godin pour nous avoir éclairé sur les nouveautés en traitement pour le diabète type 2 et je vous souhaite une bonne journée. Merci. J'espère que ça l'a bien aidé des gens. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, nous espérons que cette discussion vous a plu et surtout qu'elle vous aidera dans la prise de décision dans votre pratique clinique. Merci.